Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors j'espère que vous passez bien toujours votre confinement. On part pour plusieurs semaines là encore à rester à la maison. Donc je continue de vous produire du contenu qui est en lien avec ça. Notamment ce week-end, là je vous ai sorti une FAQ spéciale confinement où je réponds à vos questions, ou j'ai répondu à vos questions par rapport à ça, que ça soit nutrition, entraînement, style de vie, résistance mentale, etc., etc. Enfin bon, il y a plein de questions, je crois que ça dure un petit peu plus d'une heure. Donc je vous mets le lien comme d'habitude, vous l'avez comme à chaque épisode, tout ce dont je parle est en lien dans la description de cet épisode, que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle plateforme de podcast de toute façon. Et on va parler un petit peu aujourd'hui de divers sujets, les habitudes de la vie moderne qui endommagent le cerveau. On va parler aussi des compléments alimentaires qui peuvent perturber le système immunitaire, enfin la réponse immunitaire. Mais aussi on va parler de petites collations que recommande une américaine qui alors là-bas ils disent docteur, donc je sais pas s'il y a les docteurs comme on l'entend en France, mais en tout cas qui donne des petits réflexes, et on va voir qu'aux États-Unis on est un petit peu moins difficile et un petit peu moins rigide avec la nutrition saine qu'en France. Bon, on démarre l'épisode avec les 5 habitudes de la vie moderne qui endommagent notre cerveau. Donc c'est ce que j'ai récupéré, là c'est un article de 2020, donc du 20 avril 2020, qui est sorti sur lanutrition.fr. Et il donne 5 habitudes de la vie moderne qui pourraient endommager notre cerveau. Alors la première, c'est le fait de ne pas consommer assez de fibres. Les fibres, comme vous le savez, sont la nourriture du microbiote, donc du coup, enfin en partie, pas que ça, mais en partie. Et vous savez, avec les gros contenus que j'ai fait sur les fibres, que ça apporte notamment d'autres choses au niveau de la satiété et tout ça, mais il y a aussi ce côté de nutrition des bactéries intestinales, donc du coup d'avoir un bon équilibre, un bon microbiote, une bonne diversité au niveau des bactéries intestinales, ce qui permet d'avoir par la suite certainement une probable meilleure production de sérotonine entérique, on va dire, et peut-être des humeurs un petit peu améliorées, etc. Bon, ça c'est leur premier point. Deuxième point, trop de mauvais stress, pas assez de bon. Alors qu'est-ce que le mauvais stress, qu'est-ce que le bon stress? Parce que là, les gens, il y en a déjà qui vont penser que ça part déjà un petit peu trop en vrille. Le mauvais stress, pour vous donner une idée, c'est un mauvais stress, ça va être par exemple, vous avez vos impôts à payer et vous attendez. C'est-à-dire que vous attendez le dernier moment. Ça, c'est un mauvais stress parce que c'est un stress qui reste minime, mais constant. Tout le temps, c'est-à-dire quand vous allez vous coucher, vous vous réveillez, vous mangez, tout ça, vous l'avez en fait, c'est une tâche d'arrière-plan qui vous pompe un petit peu, donc c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le stress chronique, mais ça pourrait être tout un tas de choses que vous ne traitez pas et qui vous maintient un petit peu en état de stress, donc une angoisse, une anxiété, je sais pas moi, toutes ces choses-là, en fait c'est ce petit stress à la con que vous ne solutionnez pas, mais qui est présent dans votre quotidien et que vous avez peut-être même oublié aujourd'hui, parce que ça fait partie plus ou moins de votre style de vie. Donc ce stress-là, il est pas bon pour le cerveau. Par contre, quand ils disent pas assez de bon stress, pour moi, le bon stress, c'est un stress aigu. Donc par exemple, un stress de réaction. Un stress de réaction, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple une séance de sport créer un stress aigu qui va induire finalement des processus au niveau physiologique qui vont être plutôt protecteurs et qui vont être plutôt bénéfiques au niveau du corps, mais aussi au niveau des facteurs alors je vais utiliser des mots plus simples, on va dire de ce qui va créer des nouveaux neurones
au niveau du cerveau. Donc ça, le sport, c'est un bon stress par exemple. Mais il y a également des bons stress au niveau psychologique qui peuvent être des recherches de solutions, c'est-à-dire qu'on a un problème face à nous, qui nous tombe dessus comme ça, on va rechercher une solution immédiatement. Ça, j'appelle ça du bon stress parce que ça, finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait pu vivre dans le passé lointain, on va dire, le fait de devoir fournir un effort et d'être sous une sensation ou même un ressenti stressant ponctuel et assez fort pour, je sais pas, aller trouver de la bouffe ou se construire un abri, etc. L'avantage du bon stress, c'est qu'il est relativement fort, mais il est aussi suivi souvent d'une solution et donc du coup d'un retour au calme, quoi. Donc en fait, toujours cet équilibre. Un petit peu comme l'image du sport est très bien pour ça parce que quand on s'entraîne, on produit un gros stress au niveau de l'organisme et après on en tire beaucoup d'avantages au niveau cérébral et musculaire, organique, tout ce que vous voulez. Et l'image en fait de ce bon stress, c'est ça en fait, c'est un stress aigu et fort suivi d'une période où de reconstruction quelque part. Donc en fait, ça induit de la progression. Alors que le mauvais stress qui est chronique, il y a absence de recherche de solutions, et donc du coup, ou alors s'il y a recherche de solutions, c'est pas au bon endroit, ou alors on se cache derrière des croyances ou autres qui nous évitent de progresser. Finalement, on reste sur place. Et ça c'est pas bon à long terme. Ça épuise, ça grille, ça fait produire trop de cortisol, etc. Bien que le cortisol, comme je dis depuis longtemps, faut pas trop le diaboliser parce que le cortisol est quand même nécessaire pour plein de choses, notamment de se réveiller le matin en forme, etc. Bref. Troisième point, on a une stimulation excessive du cerveau. Alors comment ils l'expliquent eux, ils disent par exemple que, alors je sais pas si c'est eux qui le disent, mais moi je vais l'expliquer comme ça, mais je crois que c'est eux qui le disent d'ailleurs, parce que j'ai que des notes d'articles, j'ai pas tout l'article là devant les yeux. Si vous faites par exemple une tâche X ou Y, je sais pas, si vous êtes en télétravail et que vous travaillez sur un dossier particulier et que vous écoutez de la musique en même temps, et ben le fait de faire ces deux choses en même temps, notamment si c'est une musique avec des paroles, etc., vous êtes en stimulation excessive du cerveau puisque vous essayez artificiellement d'être multitâche. Autre chose, le multitâche n'est pas réellement possible. Alors, on peut faire du multitâche, mais c'est un faux multitâche, c'est-à-dire que vous pouvez travailler 5 minutes sur quelque chose, 5 minutes sur autre chose, etc. Donc ça, c'est pas réellement du multitâche. Le vrai multitâche, c'est quand on a devant les yeux ou en fait, on stimule deux sens ou plusieurs sens, hein, d'ailleurs pas que deux, mais par exemple le visuel, on essaye de lire et en même temps on essaye d'entendre. Donc écouter un podcast en faisant autre chose, c'est très compliqué. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y aura toujours un des deux centres d'attention qui sera diminué. Et ça, même si vous essayez de le faire, ça va finalement vous épuiser. Donc une stimulation excessive du cerveau, ça peut être ça, c'est absence de moments de détente, absence de moments où on est focus sur une seule chose à la fois, et ça induit que j'en suis convaincu, on est beaucoup plus productif quand on arrive à être vraiment concentré sur une seule tâche. Donc une stimulation excessive du cerveau, c'est ça en fait, c'est penser que vous pouvez être plus performant en faisant plein de choses en même temps. C'est faux, vous allez vous épuiser plus vite et en plus de ça, vous allez moins apprendre. Donc du coup, ça sera pas, et c'est une habitude moderne qu'il faut essayer d'éviter, quoi. Pourquoi ils disent 5 ? Ah oui, non, il y en a bien 5. Donc on est à la quatrième là. Un sommeil peu réparateur. Bon, le sommeil, c'est extrêmement complexe à détailler. Je pense que le sommeil fera l'objet dans les années à venir de plus en plus de recherches très intéressantes, même si aujourd'hui on a vraiment beaucoup de renseignements sur le sujet. J'ai fait beaucoup de formations, de partage de recherches que j'ai pu faire durant les dernières années sur le sommeil. Aujourd'hui, on a quand même des gros outils pour le maîtriser. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'arrive pas à mettre, comme disait Jordan Peterson, de l'ordre dans l'heure à laquelle on se réveille et tout ça, il y a peu de chances qu'on arrive à mettre de l'ordre dans sa journée et dans sa vie mentale, émotionnelle, etc. Un sommeil peu réparateur, ça se traduit par on se couche à n'importe quelle heure, on se lève à n'importe quelle heure, on se surstimule avant de se coucher avec
avec des écrans, avec de l'anxiété, avec des notifications, tout ça. Donc on va avoir un sommeil peu réparateur aussi parce qu'on va avoir des lumières qui vont venir perturber durant la nuit, je sais pas, par exemple la télé qui reste allumée ou le volet pas fermé, du coup on a la lumière du jour qui rentre, même si la lumière du jour quand elle rentre c'est peut-être l'heure de se lever, mais voilà, vous m'avez compris, la lumière du lampadaire par exemple dans la rue qui viendrait vous frapper un peu le visage. Toutes ces choses-là, tout ce qui pourrait venir perturber le sommeil, ou de l'apnée du sommeil, ou je sais pas, une douleur X ou Y qui vous empêche de bien dormir, eh ben ça ça fait pas partie de la vie moderne, ce que je viens de dire, à part les écrans et tout, mais ça endommage notre cerveau. Donc ça induit une mauvaise récupération, une mauvaise purge comme ils disent au niveau du cerveau et un mauvais nettoyage au niveau du cerveau, ce qui évite d'être en bonne forme au niveau mental durant les journées qui vont suivre. Après, il y a manger trop de sucre. Ah bah, manger trop de sucre, de toute façon, ça, on le sait, le sucre aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que entre le moment où moi j'ai démarré mon aventure j'allais dire sur l'internet, ça fait un peu old school de dire ça, mais et aujourd'hui, le sucre a complètement changé. C'est-à-dire qu'au début, il y avait ce côté diabolisation des graisses, il fallait manger équilibré et le sucre n'était pas plus mauvais qu'autre chose à partir du moment où c'était la dose qui faisait le poison. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de données là-dessus. Les nouveaux reportages en parlent beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que des médecins nutritionnistes qui n'étaient pas contre deviennent contre aujourd'hui. On se demande comment c'est possible alors que leur cursus de formation est terminé. Est-ce qu'il y a derrière ça une tendance au marketing ou autre? On saura pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si moi j'ai réussi à le détecter alors que j'ai pas un cabinet, je suis pas professionnel, je me demande comment il y en a qui le découvrent qu'aujourd'hui. Je rentrerai pas dans la théorie du complot ou quoi, parce que pour moi la théorie du complot n'est qu'une excuse à chercher des réponses. En fait, c'est la théorie du complot, c'est juste rassurer en se disant non, c'est la théorie du complot, paf, on a terminé de rechercher et on a trouvé une solution à tous les problèmes. Moi, j'aime pas cette façon de penser là. Je pense que c'est un effort de recherche à faire si on veut trouver des vraies solutions. Le manger trop de sucre, en tout cas dans la vie moderne, c'est un facteur qui endommage notre cerveau pour diverses raisons, notamment, moi je pense que pour l'addiction, au niveau de la dopamine, etc., mais également au niveau de la toxicité du sucre, au niveau de la cellule, et donc du coup, si c'est pas bon pour le tour de taille, enfin, si ça peut être pro-inflammatoire, etc., faut se dire que tout ce qui est pro-inflammatoire, par défaut, il n'y a pas trop de cellules qui sont épargnées, quoi. Donc il faut toujours penser les choses dans cet ordre-là, quoi. Essayer de pas trop voir les choses au niveau vraiment local, c'est-à-dire de organe par organe ou cellule par cellule, ou je sais pas comment les gens pourraient interpréter ça, mais plutôt de façon générale. C'est assez rare qu'une chose soit excellente au niveau cellulaire à un endroit et dévastateur ailleurs. On le voit assez peu, ce genre de choses-là. Ça existe, hein, mais c'est quand même très très rare. Donc voilà pour les 5 habitudes de la vie moderne qui endommagent notre cerveau. Deuxième article avec quelques notes. Alors là, c'est l'ANSES. Alors Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui met en garde contre la consommation de compléments alimentaires pouvant perturber la réponse immunitaire. Alors cette réponse que je fais en podcast vient s'ajouter à la réponse que j'avais pu faire récemment à une personne qui m'avait dit quid de toutes les plantes et tout anti-inflammatoires, parce que aujourd'hui on nous déconseille avec le Covid-19 de prendre des médocs anti-inflammatoires. Et il me demandait si justement ces plantes-là étaient aussi concernées. J'avais fait un début de réponse qui était qu'au moment où il me posait la question, on n'avait pas suffisamment de retours, mais que par précaution, moi je déconseillais d'utiliser ces plantes-là de manière massive, etc., pour essayer d'améliorer sa réponse immunitaire, mais plutôt de conserver ses habitudes de vie si elles étaient saines, si on mettait un peu de curcuma de temps en temps et tout, de pas couper ça, mais de pas tomber dans la surutilisation. Et eux, ils disent là, je vais vous lire, hein. Certaines plantes contenues dans les compléments alimentaires peuvent perturber les défenses naturelles de l'organisme en interférant notamment avec les mécanismes de défense inflammatoire utiles pour lutter contre les infections et en particulier contre le Covid-19. Les plantes visées par l'avis de l'ANSES sont la saule, la reine des prés, l'arpagophyte,
phytum, le curcuma, l'échinacée, le bouleau, le peuplier et la réglisse. Ensuite, ils disent plusieurs plantes ont été identifiées comme présentant des effets contre-productifs dans la défense contre le coronavirus. Il s'agit des plantes contenant des dérivés de l'acide salicylique, analogue de l'aspirine, tels que la saule, la reine des prés, le bouleau, le peuplier, la verge d'or, les polygalas, mais aussi des plantes contenant d'autres anti-inflammatoires végétaux tels que l'arpagophytum, les échinacées, le curcuma, la griffe du chat, appelée aussi liane du Pérou, les plantes des genres Boswellia et Commiphora, connues pour leur gomme oléorésine, appelées respectivement encens ou myrrhe. Bien que le niveau de connaissance disponible soit inégal pour ces différentes plantes, les experts de l'ANSES estiment qu'elles sont tout aussi susceptibles de perturber la réponse immunitaire et la réaction inflammatoire bénéfique développée par l'organisme au début des infections. Ils rappellent qu'une inflammation ne doit pas être combattue lorsque celle-ci devient excessive. Il rappelle qu'une inflammation ne doit être combattue que lorsque celle-ci devient excessive. Compte tenu de ces travaux d'expertise, l'ANSES recommande aux personnes consommant ces compléments alimentaires dans un but préventif de suspendre immédiatement la consommation de compléments alimentaires contenant ces plantes dès l'apparition des premiers symptômes du Covid-19. Aux personnes consommant ces compléments alimentaires dans le contexte de pathologies inflammatoires chroniques, de discuter impérativement avec leur médecin de la pertinence et de poursuivre ou non leur consommation. Bon bref, il se couvre plus ou moins en disant ça, parce que je trouve pas que ça donne réellement de solution, mais bon, comme je disais moi en premier point, faites attention. Ne pas prendre à la légère ce genre de choses non plus, mais là vous avez la réponse en tout cas qu'a partagé l'ANSES sur son site le 20 avril 2020. C'est le 20, je sais plus si c'est le 20, mais en tout cas, moi je l'ai récupéré le 20. Ensuite, je passe à un autre article qui est sur des réflexes en fait de bonne santé que partageait Julia Nordgren, je sais pas comment on dit. C'est une américaine en tout cas sur le site elle est vue comme une américaine. Elle donne plusieurs conseils de style de vie pour commencer à manger plus sainement pour des personnes qui partent de zéro. Bon, elle a des bons réflexes en parlant plus de légumes, viande maigre, machin, poisson gras, les choses plus ou moins qu'on connaît déjà, enfin en tout cas ceux qui écoutent le podcast. Donc vous allez vous dire, mais en quoi ça nous concerne, en quoi ça nous intéresse ? En fait, moi ce qui m'intéressait, c'était justement de vous partager ce qu'elle recommandait comme petite collation pour remplacer finalement les chips, le coca, les gâteaux et tout ça. Et vous allez voir, moi je trouve que son approche est intéressante dans le sens où elle passe pas d'une alimentation industrielle transformée, etc., vraiment nocive, à une alimentation purement saine. En fait, elle a une étape de transition, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, où elle va proposer des choses relativement simples qui vont faire, en fait, ça va mettre un pied à l'étrier à une alimentation différente. Et après, on pourra en faire le deuxième pas, qui sera la transition purement saine pour avoir une meilleure alimentation. Donc, elle dit, par exemple, en collation, si vous avez faim, optez pour des carottes croquantes avec de l'houmous au lieu des chips avec de la sauce. Échangez votre barre chocolatée de l'après-midi contre des tranches de pommes avec du beurre de cacahuète, par exemple. Enfin, du beurre d'arachide ou du beurre d'amande ou autre chose. Remplacez le soda du midi par un smoothie aux fruits frais, ou encore mieux, de l'eau. Donc, elle donne des petits réflexes comme ça, mais c'est vrai que je vois assez peu de personnes faire cette transition autour de moi. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes, et tant mieux si elles y arrivent, de faire la transition de « j'ai eu un passé en malbouffe », vraiment extrême, où je faisais pas du tout attention à mon alimentation, à un présent où je fais extrêmement attention. Alors chez des personnes ça marche, mais il y a une poignée de personnes pour qui en fait elles vont exploser en plein vol. C'est-à-dire que elles vont avoir ces bons réflexes pendant un certain nombre de temps, et puis au bout d'un moment, boum, ça va exploser. On va dire que leur appétence pour les aliments dont elles se sont privées durant ces semaines-là vont revenir en force. Donc ça va être quoi ? Ça va être la pâte à tartiner, le pain, enfin voilà, tous ces aliments transformés là, la glace, les gâteaux, les chips et tout.
Et peut-être que cette stratégie me semble un petit peu plus intéressante. Alors bon, des carottes avec de l'houmous, je vous garantis que c'est extrêmement sain, il n'y a pas de problème. Après, les pommes avec le beurre de cacahuète, bon, le beurre de cacahuète, moi je le classe plutôt dans un aliment plaisir. Je suis pas contre d'en consommer dans la semaine un petit peu. Il faut savoir que le beurre de cacahuète est quand même assez riche en oméga 6, donc plutôt pro-inflammatoire. Après, si on met un beurre de cacahuète ou un pot de Nutella, je prendrai le beurre de cacahuète. Et encore une fois, le beurre de cacahuète, il y a une différence entre en prendre une cuillère à café et en prendre 3, 4, 5 cuillères à soupe dans la journée. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Après, là, pour le sportif, tranche de pomme au beurre de cacahuète, bon, au niveau protéines, on est un petit peu bas. Alors, je parle du sportif prise de masse musculaire, etc. Après, le sportif cardio et tout, pourquoi pas, mais je trouve l'idée intéressante. Le smoothie aux fruits frais durant le repas du midi, je suis pas forcément pour, mais pourquoi pas, si la personne consommait un soda et qu'elle se fait un petit smoothie avec pas plus de 2 fruits, pas un smoothie mais 30 fruits, 10 arômes machin et tout, non, là je suis pas d'accord, mais plutôt si elle met une pomme et une orange, bon ben voilà, on le sait que le fructose c'est pas bon. On le sait, visiblement aujourd'hui on le sait de moins en moins, puisque je reçois des questions en me disant apparemment le fructose serait génial. Enfin bon, bref, je vais pas débattre sur le sujet, c'est pas le but, mais en tout cas entre un soda type Coca où c'est du fructose extrait de sirop de maïs, etc., et un petit smoothie périodiquement quand ça devient trop compliqué de suivre le régime, et ben de se faire ce petit plaisir là, pourquoi pas au début, mais il faut pas le prendre comme acquis de bons gestes pour la santé. Il faut juste se dire c'est mieux que mon soda, mais il y a mieux que ce smoothie. Et voir les choses comme ça. C'est pas blanc ou noir, quoi. Il faut avancer comme ça par étapes. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que ça va un petit peu actuellement dans on va dire dans la situation actuelle, qui est que je le sais, je le vois et je l'entends, que beaucoup de personnes trouvent du réconfort dans l'alimentation actuellement. Et c'est normal, puisqu'elles sont confinées, elles ont pas trop de stimulation, et la nutrition fait partie dans leur quotidien d'une source de plaisir, et elles ont du mal à se restreindre un petit peu sur les mauvaises habitudes alimentaires. Je voulais aussi vous partager un petit peu au niveau style de vie, enfin pas style de vie, mais ce que j'ai fait ce week-end. Alors là, je change complètement de sujet, mais je vais vous partager une petite expérience que j'ai faite ce week-end. Vous le savez, depuis plus des années maintenant, je lis énormément depuis très longtemps. C'est-à-dire que depuis que très longtemps, à l'échelle d'une vie entière, c'est pas énorme, mais à l'échelle de ma vie à moi, là je suis quasiment aux 2/3 de ma vie passée à lire tous les soirs. Pas 2/3, on va dire la moitié de ma vie à lire tous les soirs quelque chose qui m'apprend. Je lis beaucoup, quoi. Et pas des romans de gare ni des fictions, mais vraiment de la philo, de la psychologie. Au début, c'était des livres sur la nutrition et tout, mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'ai d'autres lectures, je n'ai pas que des lectures sur la santé et tout ça, je vais avoir des lectures sur tout un tas de sujets, mais c'est toujours dans un but d'apprentissage. En ayant lu beaucoup de philosophie et de psychologie, je me suis rendu compte de quelque chose hier, parce qu'hier, alors quand vous écoutez le podcast, on est mardi, mais quand je l'enregistre, on est lundi, donc hier pour moi était dimanche. J'ai regardé le film Rencontre avec Joe Black, que j'ai regardé il y a des années. J'avais toujours qualifié ce film de triste, mais assez sympa à regarder. C'est mon point de vue. En l'ayant regardé hier, après des années d'apprentissage au niveau philosophie, etc., je ne l'ai pas du tout perçu comme ça. Première chose, j'ai perçu le message que moi j'en tirais au niveau philosophique, qui ne vous intéressera pas, puisque ça me concerne moi, hein, c'est chacun en tire ses propres conclusions. Mais j'ai eu une dimension. Déjà, il m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux, et je me suis même laissé pleurer à la fin du film, parce que ça sert à rien de se retenir. Vous savez, la boule un petit peu qui fait mal au fond de la gorge quand on dit non, tu pleureras pas. Bon, là, je m'en fous. Je me suis dit allez, laisse-toi aller, c'est pas grave. Ça fait même du bien d'ailleurs.
mais j'ai réussi à identifier plein de choses qui m'étaient complètement masquées la première fois que j'ai pu le voir, ce film. Et je trouvais ça relativement intéressant d'avoir justement, c'est venu un petit peu tamponner euh, toutes ces choses que j'ai pu apprendre sur la philo, sur la psychologie, mais plutôt la philosophie, notamment de la vie, des choses importantes, etc. Et à la fin du film, on se rend compte d'une chose, enfin moi en tout cas, c'est au niveau, je pense que ce film il va bien avec le monde d'aujourd'hui, qui est qu'on est beaucoup dans le bien-être matériel et assez peu dans le bien-être, on va dire, au niveau de des connexions avec les gens, etc. Et moi, ce que ça m'a montré, c'est que ça permet de prendre, de faire une petite mise à jour, mise au point des choses vraiment importantes dans la vie. Je dis pas que ce film va vous toucher tout le monde, et je ne jugerai pas du tout les gens que ça ne touche pas. Vous n'êtes pas obligé de pleurer en le regardant, vous n'êtes même pas obligé de le regarder du tout. Et je sais que beaucoup de personnes ne le regarderont pas. Mais si vous avez si vous êtes bien accroché, que vous n'êtes pas seul chez vous, parce que je le recommande pas trop si vous êtes seul à la maison, ça met un petit peu le cafard à la fin. Enfin, le cafard, oui et non. C'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que ça met le cafard ou est-ce que ça donne une bonne leçon de vie? Je sais pas. Moi, en tout cas, je suis content de l'avoir re-regardé. Et c'était en fait pour vous partager ça, mais je le recommande si vous voulez vous prendre une bonne douche émotionnelle, si vous êtes prêt en tout cas à en prendre une, et ne vous retenez pas sur vos émotions en le regardant, parce que je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose. Donc voilà, c'était une petite réflexion au niveau, j'aime pas dire développement personnel, mais on va dire acceptation de ses émotions, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Je trouve que ça met une bonne petite claque et essayer de trouver la morale là-dedans, que ce soit la morale pour la mort, la morale pour la fin de vie, la morale pour l'amour, la morale pour tout un tas de choses. Et croyez-moi, il y a beaucoup de messages plus ou moins cachés dans ce film. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai détecté plusieurs. Voilà, je vous laisse ici. Sachez une chose, c'est que vous avez le lien pour cette fameuse FAQ spécial confinement que je vous mets en description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci à tous pour votre soutien, pour tous vos messages que vous m'envoyez actuellement, parce que je sais que beaucoup de personnes profitent de confinement pour m'envoyer des témoignages et tout ça. Merci infiniment, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Salut. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.